Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver comme annoncé lors de notre réunion de rentrée pour ce webinaire dédié à la nouvelle SCPI de la française LF Croissance et Territoire. J'ai la chance une nouvelle fois d'être accompagné en cette rentrée 2024 de 3 interlocuteurs, interlocutrices de la Française REM qui m'accompagnent une nouvelle fois. Donc je vais vous les représenter, même si on a bien conscience que désormais vous les connaissez toutes et tous très bien. Virginie Valu, qui est donc directrice de la recherche et de l'ISR au sein de la Française REM. Bonjour Virginie, et merci d'être parmi nous une nouvelle fois aujourd'hui. Guillaume Allard, qui est donc directeur général adjoint de la Française REM, en charge plus particulièrement des fonds retail de la Française, mais pas que, vous en direz un mot dans un instant. Et bien évidemment, Thierry Molton, qui est directeur général de la Française REM. Bonjour à vous trois, merci d'être parmi nous en cette rentrée 2024 pour donc aborder cette nouvelle thématique qu'on est très heureux de pouvoir partager avec les partenaires aujourd'hui au travers de ce fonds donc, qui s'appelle LF Croissance et Territoire. Alors sans plus tarder, je vais me tourner vers toi Virginie comme à l'accoutumée parce qu'on a pour habitude de prendre un peu de hauteur avant de rentrer dans le moteur des supports qu'on propose à nos partenaires. Peux-tu nous dire en quoi cette thématique des métropoles ou autour des régions fait sens et quels en sont les enjeux que tu connais parfaitement, bien évidemment. Merci Christophe et bonjour à tous. Effectivement, je pense que pour comprendre la dynamique qui anime ces territoires régionaux, il peut être bon de faire un pas de côté et d'adopter une vision historique. Donc, depuis le Moyen-Âge, la royauté a cherché à affirmer son autorité sur un royaume qui serait unifié. En fait, la monarchie n'y est pas arrivée, malgré tous ses efforts. La monarchie absolue, on connaît tous. Et c'est la Révolution française qui va parvenir à centraliser ce royaume qui sera proclamé un et indivisible. Napoléon va venir conforter cette centralisation et finalement la France va aborder le 19e siècle de manière centralisée. Le 19e siècle ne remettra pas en cause la centralisation, même si on commence à entendre des voix qui vont parler des effets négatifs de la centralisation qui affaiblit finalement les régions. Puis vient la Première Guerre mondiale, avec un peu première, j'allais dire, pas vers la décentralisation. La France récupère l'Alsace que l'Allemagne avait conquis et on lui confère un statut autonome. Vient la Deuxième Guerre mondiale et au moment de la reconstruction, va se poser la question de la rationalisation économique de la reconstruction avec un livre qui va paraître et qui va faire grand bruit, dont le titre est Paris et le désert français. Malgré ça, De Gaulle va plutôt partir sur une vision assez centralisée de la France et du pouvoir, même si on va commencer à voir les prémices de la décentralisation avec notamment la création en 1963 de la DATAR, qui est la délégation à l'aménagement du territoire et à l'activité régionale. Mais les premières grandes lois de décentralisation, ça sera en 1982, donc il faut attendre l'élection de François Mitterrand, ce qui fait que ça date de moins de 50 ans, donc c'est très récent. La deuxième grande loi de décentralisation, ça aura lieu en 2003 sous le gouvernement Raffarin. Et ces deux lois, finalement, elles vont organiser le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Et il faudra attendre le quinquennat du président Sarkozy pour que se pose la question de l'adaptation des structures au développement des territoires de manière singulière. Et quand on parle d'adaptation des structures, on parle bien évidemment d'outils immobiliers. Et donc l'État a une véritable volonté de décentraliser, mais donc récente, 50 ans. On le voit bien à travers tout le développement des grandes lignes finalement ferroviaires, des lignes à grande vitesse, qui ont commencé en 1981 avec la liaison Paris-Lyon. Une autre date intéressante, c'est 2011 avec la création de la ligne Strasbourg-Lyon. Et c'est donc la première fois finalement qu'on reliait deux grandes métropoles régionales entre elles sans passer par la capitale. Et donc on voit bien l'affirmation progressive, lente et récente de l'autonomie des métropoles territoriales par rapport à la capitale. L'État déploie des moyens, il ne pourra pas tout seul et il fait appel régulièrement au secteur privé pour accompagner ces dynamiques territoriales. Merci. Alors c'est très très intéressant effectivement ce petit point d'histoire en quelque sorte parce que ça éclaire les raisons pour lesquelles on va désormais parler plus avant de métropole. Alors là tu as parlé principalement, sauf erreur, de décentralisation sur les dimensions historiques et politiques.
Alors, peux-tu nous préciser quelles sont les conséquences, l'implication en quelque sorte économique de cette singularité française que tu viens d'expliquer? Oui, effectivement, et c'est un pari, enfin c'est pas un pari, c'est un développement qui est gagnant effectivement, puisque on le voit par exemple en termes de croissance économique, les 10 principales métropoles régionales regroupent 16% de la population. Et ces 16% de la population vont réaliser 18% du PIB, et c'est dans ces 10 principales métropoles régionales qu'on va retrouver 26% des emplois bureaux. On voit donc le poids économique plus important que celui de la population. Et en termes de croissance, les chiffres sont encore plus impressionnants, puisque sur les 10 dernières années, la croissance moyenne du PIB en France est de l'ordre de 10%, et elle est de l'ordre de 20%, donc le double, sur ces métropoles régionales. Idem en termes de population, la croissance moyenne en France sur les 10 dernières années de la population est de l'ordre de 3%, et elle est de l'ordre de 7,5% sur les métropoles régionales. Un autre point intéressant, c'est que l'État avait à sa main, a utilisé un levier pour accompagner la dynamique territoriale, c'était d'offrir finalement un enseignement de qualité. Et on va retrouver dans ces métropoles régionales une population étudiante assez importante. Et c'est dans ces métropoles que l'on retrouve le plus d'interactions entre la recherche, les entreprises et la formation, et ça c'est synonyme d'innovation, et on sait très bien que l'innovation est bonne pour les activités économiques. Bon, c'est effectivement, ça confirme que le politique a un impact économique, clairement tu l'as dit. Alors comme on fait un webinaire sur une nouvelle thématique au sein de la Française et de cette SCPI LF Conseil Territoire, il va nous falloir parler d'immobilier, donc le politique, l'économique, et désormais l'immobilier. Quand tu parles de région et d'immobilier, est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques liées à l'immobilier en région? Ou finalement, est-ce que l'immobilier en général se comporte de la même façon que ce soit à Paris, en région? Est-ce que tu peux nous dire s'il y a vraiment des distinguos qui existent? Oui, effectivement, tu l'as dit, ces régions présentent des caractéristiques communes en termes de croissance et de dynamique. En revanche, les régions en France forment un tout hétérogène avec des caractéristiques spécifiques à chaque région. Et donc, ce qu'on a cherché à faire à la Française, c'est d'arriver à définir quels sont finalement les fondamentaux qui portent les activités de manière singulière dans chaque région. On a pour ça défini des indicateurs démographiques, sociétaux et économiques qui vont nous permettre de regrouper les métropoles selon les caractéristiques qu'elles présentent en termes d'activité et donc en termes de besoins immobiliers pour accompagner cette croissance. Et donc on a regroupé ces métropoles en 3 grands ensembles. Les premiers sont les métropoles incontournable, j'allais dire que là tous les voyants sont au vert, il y a plusieurs moteurs économiques qui sont actifs, on a une forte croissance aussi démographique et surtout on a une pyramide des âges qui est très équilibrée. Ces métropoles créent des emplois et elles ont un taux d'activité particulièrement élevé dans les services. Le résultat, c'est qu'on a des PIB élevés et des revenus également élevés, avec des ménages aux revenus plutôt élevés. Et donc, dans ces métropoles, on va pouvoir accompagner leur activité avec toutes sortes d'immobilier. Le deuxième catégorie sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est les métropoles bien-être. Dans ces métropoles bien-être, on a un impact particulièrement important de la présence du littoral et de l'ensoleillement. Et on a une économie locale plutôt tournée vers le tourisme et les seniors. Donc dans ces métropoles, on va développer de l'immobilier de tourisme, de l'immobilier de santé, de l'immobilier senior. Et en termes de commerce, on va plutôt privilégier les commerces haut de gamme, puisque ce sont des populations qui ont aussi des revenus très élevés. Enfin, la troisième catégorie de métropoles, c'est les métropoles dynamiques. Ce sont des villes qui portent le poids de l'histoire et dans ces villes, on a une économie qui est marquée par le poids des secteurs de l'activité non marchand. C'est-à-dire, on a le poids du secteur public qui est disproportionné par rapport aux autres. Et on a une activité marchande qui est en développement. Et donc, dans ces métropoles, on sera hyper sélectif sur les bureaux, si tant est qu'on en fasse dans ces métropoles. En revanche, ces métropoles, elles sont marquées par une très forte croissance démographique, avec notamment une présence étudiante importante. Et donc, on pourra développer dans ces métropoles des résidences étudiantes.
En termes de commerce, on favorisera plutôt les retail parks puisqu'on est sur une population qui a des revenus plutôt moins élevés que dans les autres métropoles. Merci Virginie, effectivement, pour ce point sur le comportement des régions économiquement parlant et leur poids dans l'économie française. Ça, c'est très important. Après la politique, on voit bien que l'économie est un soutien à l'immobilier. Donc, on a une approche que tu as déclinée qui est assez innovante. On voit bien que cette approche de 3 typologies de métropoles va nous amener à pouvoir expliquer en quoi une thématique dédiée aux métropoles fait sens au travers des SCPI. Et je vais sans plus tarder me tourner vers toi, Guillaume, puisque tu es en charge, je le rappelle, s'il en est besoin, que tu es en charge des fonds retail au sein du groupe La Française. Est-ce que tu peux nous dire, au niveau de la stratégie d'investissement de cette nouvelle SCPI que nous proposons au marché, LF Croissance et Territoires, comment nous allons capter cette dynamique que vient d'évoquer Virginie des métropoles régionales? Alors, déjà, je voudrais rappeler que, comme l'a très bien souligné Virginie, la décentralisation, c'est quelque chose qui vraiment concrètement est assez récent et qui a pris vraiment de l'ampleur et de la croissance ces dernières années. Alors, historiquement, à La Française, c'est une thématique et un positionnement que l'on adressait déjà, puisque on a acquis 1,5 milliard de patrimoine ces dernières années sur les métropoles régionales et au global pour l'ensemble de nos SCPI. C'est plus de 3 milliards d'immeubles que l'on gère, qui sont situés donc sur le territoire en dehors de Paris et de l'Île-de-France. Donc cette thématique, on l'a adressée au travers d'un fonds qui était jusqu'à présent en capital fermé, qui aujourd'hui, compte tenu de l'essor des métropoles et du travail que l'on a fait, donc se réouvre, donc va pouvoir accueillir l'ensemble des investisseurs. Et donc c'est au travers de ce véhicule, donc LF Croissance et Territoires, que l'on souhaite concrétiser l'ensemble de nos convictions sur les différentes métropoles, qu'elles soient incontournables, dynamiques ou bien-être, et qui vont nous permettre d'adresser en fonction de leurs spécificités, soit de l'immobilier tertiaire, du tourisme, du commerce, de la santé et du résident géré. Merci Guillaume, effectivement, pour ce rappel du positionnement de La Française sur l'immobilier de région et la préexistence de cette SCPI, LF Croissance et Territoires, dans la gamme. Donc, comme c'est une SCPI qui existe, tu l'as très justement rappelé, on va se tourner sans plus tarder vers Thierry Molton, donc, qui est directeur général de La Française REM, et plus particulièrement Thierry en charge de l'asset management, qui est un métier très important lorsqu'on est un gérant d'actifs immobiliers pour compte de tiers comme La Française REM. Est-ce que tu peux nous parler, si on soulève le capot pour regarder le moteur de la SCPI, peux-tu nous parler de la composition du patrimoine de cette SCPI LF Croissance et Territoires, puisque comme elle existe, forcément, il y a du patrimoine, j'imagine. Bien volontiers. Alors on l'a vu, c'est une SCPI existante. Donc qui dit SCPI existante, c'est que nous partons d'un socle, d'un patrimoine existant. Ce patrimoine existant, aujourd'hui, c'est plus de 50 immeubles détenus en direct. Nous avons également 2 participations dans des fonds qui regroupent des actifs à la fois de santé et de commerce. Au total, ce patrimoine existant, c'est environ 52 000 m². Donc on peut retenir une chose importante sur le patrimoine de cette SCPI, c'est sa granularité, puisque 52 000 m², plus de 50 immeubles, c'est pas de gros ensembles immobiliers monolocataires. On le voit sur cette slide, il y a plus de 100 locataires dans le patrimoine de la SCPI. Donc là, on a aussi une deuxième fois ce mot important de granularité, ce qui signifie une grande mutualisation du risque locatif. On n'est donc pas exposé à des grands ensembles immobiliers avec un seul locataire. Aujourd'hui, ce patrimoine est réparti de la manière suivante, une répartition sectorielle avec 62% de bureaux, 33% de commerce. L'idée, on a commencé à en parler et on le verra un peu plus loin, on va faire évoluer le patrimoine de la SCPI. L'idée, c'est de mettre ce socle d'activités, commerce, bureau, santé, éducation, ça représente un volume de 75%. Et on va dédier 25% à ce qu'on appelle plus de la diversification. Dans cette diversification, nous retrouverons du tourisme, de l'hôtellerie et également de la logistique. La logistique, c'est pour répondre aussi aux besoins du e-commerce. Ce sera des petits entrepôts de logistique, des petits bâtiments d'activité. Donc, comme vous pouvez le voir, une évolution sectorielle qui va évoluer en passant de 62% de bureaux à 75% qui sera le volume de bureaux, commerce, santé.
Quelques exemples de ce patrimoine que vous pouvez voir à l'écran. Donc, un premier actif situé dans la métropole de Lille, dans un parc d'activités de la Haute-Borne. C'est un immeuble indépendant de 845 mètres carrés qui a été construit par un promoteur qui a la spécificité, la particularité de construire des immeubles en bois. Et donc, c'est un actif qui est récent. Il a été livré en mai 2019. Qui veut dire qu'on a une garantie décennale et à court terme, pas de sujet de travaux significatifs. Un deuxième exemple, là on va dans la région de Bordeaux. Bordeaux, là, la SCPI ne détient pas tout l'immeuble, hein, c'est un lot de copropriété c'est le rez-de-chaussée qui est détenu par votre SCPI, une petite surface de 520 mètres carrés, mais sur un axe Mérignac, c'est la périphérie de Bordeaux, mais maintenant qui est connecté avec le tramway, le transport. Donc ça aussi, c'est important parce que cette zone d'activité, ce bâtiment est connecté au centre-ville de Bordeaux grâce au tramway qui vient d'ouvrir. Troisième exemple, on va à Strasbourg. Là, à retenir sur cet immeuble, sa proximité avec la gare SNCF. Là aussi, c'est un lot de copropriété avec des locataires quand même assez significatifs parce que c'est Nexity et CDC Habitat, donc des locataires puissants. Et je viens de le dire, mais très proche de la gare. Donc la centralité, c'est un mot important aussi dans les patrimoines. Donc on a un bel actif bien situé. Et pour finir, un immeuble là aussi à Nantes. Nantes, là, même chose, pas très loin, même très proche de la gare de Nantes. C'est un lot de copropriété là aussi. C'est pas tout l'immeuble, c'est le rez-de-chaussée et c'est un actif récent aussi, qu'on peut considérer comme récent et très important, bien situé dans le centre de la ville de Nantes. Oui, donc merci effectivement Thierry. C'est intéressant de matérialiser ce qu'on a dit sur le positionnement région de cette SCPI avec des actifs existants, des locataires que tu as cités. J'ai aussi en tête sauf erreur Grand Frais, il me semble qu'on a comme locataire Grand Frais dans un des immeubles. Donc on voit bien qu'on est sur la trajectoire de faire de cette SCPI une SCPI que je qualifierai, on y reviendra, de classique diversifié, hein, c'est un peu l'idée. Alors comme cette SCPI existe, on en parlait tout à l'heure, hein, tu viens d'évoquer la composition du patrimoine, les locataires, les immeubles. Est-ce que tu as, et toi et tes équipes, déjà procédé à ce mouvement de repositionnement et comment s'inscrit-il concrètement dans la gestion de cette SCPI? Autrement dit, est-ce que les arbitrages ont eu lieu et si oui, quelles en sont les caractéristiques principales? J'imagine qu'il y a des nouvelles à partager avec les partenaires qui peuvent être intéressantes à faire maintenant. Oui, bien sûr. En tant qu'asset manager, on a une gestion active de nos patrimoines et on a commencé déjà depuis quelques années sur cette SCPI Croissance et Territoire. On a commencé à arbitrer de manière un peu, on va dire, significative ou de manière systématique depuis 2022. Donc 2022-2023, on a déjà arbitré environ une dizaine de % du patrimoine en mètres carrés, ce qu'on a cédé pour plus de 5000 mètres carrés d'actifs. Alors pourquoi on cède des actifs? Pourquoi cette gestion active? En principe, la règle, c'est de céder les actifs dont la pérennité, ce que j'appelle la pérennité des flux n'est pas assurée, c'est-à-dire qu'on a un doute sur la capacité sur la performance de l'immeuble, de sa contribution à la performance globale du fonds. Donc quand on identifie des actifs dont la performance individuelle ne risque de ne pas être au rendez-vous, c'est une anticipation d'un risque, on n'hésite pas à se séparer de ces actifs. Et les deux raisons principales, j'ai envie de dire, c'est des immeubles qui iraient vers une obsolescence significative et dont le montant des travaux qui devraient être injectés est trop importante au regard de sa capacité à générer un flux locatif. Donc ça, c'est la première raison, c'est ce que j'appelle l'obsolescence. Et la deuxième raison aussi, on le voit parfois dans les métropoles, c'est lorsqu'il y a un déplacement de la centralité de la ville. C'est-à-dire qu'une zone qui était très active et très connectée par rapport à un axe routier, par exemple, cette zone se déplace parce qu'il y a une nouvelle axe de communication, un nouveau tramway par exemple, qui apparaît. Et donc, quand la centralité se déplace, on n'hésite pas à se séparer des actifs qui sont situés dans l'ancienne zone au profit des actifs dans la nouvelle zone. D'accord, donc là, on voit sur la slide qu'effectivement, les arbitrages ont généré des plus-values. Donc ça, on y reviendra dans un instant, bien évidemment, sur les conséquences de cette gestion active que tu as expliqué. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que, quelle que soit la taille des fonds, tes équipes sur la partie assets sont très actives et quelle que soit la période immobilière, ça c'est important de le rappeler. Donc des plus-values générées. Alors ça c'est intéressant de faire la transition sur bien sûr la performance du fonds parce que là on a parlé
de composition du patrimoine, des locataires, de la gestion au travers des arbitrages. Et ce qui va intéresser bien évidemment les partenaires, c'est de savoir comment se matérialise toute cette gestion active dans le cadre du lancement de cette nouvelle SCPI LF Croissance et Territoires. Alors, la question que je vais poser bien sûr à Guillaume désormais, puisque je rappelle que tu es en charge de la gestion des fonds retail, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle SCPI de la Française en termes de performance financière d'ores et déjà, c'est-à-dire dès à présent, puisque je le rappelle, cette SCPI existe déjà. Alors effectivement, cette SCPI, elle existe déjà. Elle a une capitalisation de 110 millions d'euros. Et donc, grâce au virage que l'on a adopté ces 2 dernières années, avec notamment les cessions et le réemploi sur les nouvelles typologies d'actifs qu'a souligné Thierry, et grâce à la grande sélectivité de nos investissements, Virginie l'a souligné, il y a énormément d'hétérogénéité en région, et donc on a fait preuve d'une grande sélectivité en fonction des spécificités de chacun des marchés. La SCPI est capable de produire une distribution de 5,50%. Alors, la gestion active que l'on a sur cette SCPI, Thierry l'a mentionné, nous permet de générer des plus-values. Et donc, ces plus-values seront distribuées en complément de ces 5,50% lorsqu'elles seront réalisées. Et c'est ce qui nous permet d'avoir comme objectif de taux de distribution pour 2024 et 2025, voilà, quelque chose entre 6,2 et 6,3%. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est que cette performance-là, elle est intrinsèque au fond, avec un endettement qui reste très très faible, puisqu'on est autour de 7% de levier. Oui, effectivement. Donc là, clairement, on se situe dans un monde immobilier, quand on parle de SCPI, de performance de TD cible à 6% et plus. Donc clairement, on voit que dans l'univers des SCPI, on parvient à la française à livrer des performances qui sont en ligne avec notamment les attentes de certains investisseurs, qui attendent des performances qui peuvent être considérées comme supérieures au cycle précédent. Donc ça, c'est la chance qu'on a d'avoir au sein du groupe une gestion immobilière assez importante qui nous permet d'aller utiliser des leviers en fonction des cycles de marché. Donc Thierry l'a rappelé, c'est important, cette gestion active a une traduction financière concrète dans la performance que tu viens de décrire, Guillaume. Et je voudrais quand même rappeler aux partenaires qui nous écoutent, c'est que la Française, là, on parle d'un nouveau fonds, effectivement, LF Croissance et Territoires, donc orienté sur les métropoles régionales françaises. On a depuis plus de 20 ans cessé d'innover, puisque je rappelle que au-delà des métropoles régionales, vous le savez, on vous propose des thématiques comme la santé d'une part, comme la logistique d'autre part, et donc désormais les métropoles régionales, qui nous semblent correspondre, c'est le sens de mon propos, aux nouvelles tendances de l'immobilier qu'on voit émerger depuis déjà, je veux dire, 12 à 18 mois à minima. Et donc, il nous a semblé important de pouvoir partager avec vous cette idée qu'on pouvait faire de la performance, et des performances assez élevées, je dirais, grâce ou à cause ou malgré le contexte. Et je veux quand même ressouligner quelque chose, c'est que là, on vous parle d'une SCPI, donc qui est une SCPI pure région, ça a été abordé tout à l'heure, d'une SCPI que je vais qualifier, moi, de haut rendement, parce que lorsqu'on parle de véhicules à 6% et plus, on commence à être dans un univers de rendement assez élevé. Et puis d'une SCPI qui génère un rendement immédiat. Donc ça, c'est quand même une opportunité importante à saisir pour nos partenaires. Et puis, en conclusion, une SCPI qui va sur une trajectoire d'être une SCPI classique diversifiée. Donc cette diversification, on sait, on l'entend tous les jours de la part de nos partenaires, est une demande croissante. Donc ça complète le dispositif qu'on vous propose, à côté de la santé et de la logistique, une SCPI classique, diversifiée, à haut rendement, qui nous semble répondre à vos attentes, et on sera heureux de pouvoir poursuivre cette discussion lors des rendez-vous que nous aurons avec vous à l'issue de ce webinaire. Je vais, pour conclure, remercier les 3 participants de la Française REM. L'actualité est très riche, vous le savez. Donc Virginie, merci, c'est très important d'avoir cette vision macro et historique de la raison pour laquelle on choisit des thématiques d'investissement. Donc merci pour ce point, ce rappel historique très enrichissant toujours. Merci Guillaume pour effectivement les performances financières attendues pour 2024 et 2025 bien évidemment, et bien au-delà.
Et puis merci enfin Thierry, bien sûr, pour le travail qui est fait au quotidien dans l'asset management. On sait que c'est une charge extrêmement lourde en ce moment et qui livre des résultats plutôt confortables sur cette thématique des métropoles régionales. Quant à moi, je vous remercie au nom de toutes les équipes de la Française pour votre fidélité. On est à votre disposition, bien évidemment, pour aller plus loin, comme je l'indiquais, sur cette thématique croissance et territoire. Et bien sûr, pour tout le reste, les équipes et moi-même vous remercie une nouvelle fois de votre attention et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire dédié à l'immobilier au sein du groupe La Française. Merci beaucoup.